Vous avez forcément déjà vu ou entendu parler du film Projet Blair Witch. Le film qui raconte l'histoire de 3 étudiants en cinéma qui vont enquêter dans le Maryland aux États-Unis, interroger les habitants concernant d'étranges disparitions autour de la ville de Burkittsville. Ils entendent parler de la sorcière de Blair qui serait en lisière de forêt au sud de Burkittsville. Les 3 étudiants s'y rendent, s'enfoncent profondément dans la forêt et sont rapidement portés disparus. Quelques jours plus tard, les autorités locales retrouvent tout leur matériel, mais aucune trace des 3 personnes. Les autorités visionnent alors les cassettes et en font un film, le projet Blair Witch. Pendant longtemps, le projet Blair Witch a été sujet à débat. Certains pensaient que les images étaient bien réelles, tandis que d'autres non. Mais étant donné que le projet Blair Witch est un film, tout a été évidemment bien mis en scène. Mais si on remonte 300 ans au même endroit, avec le même scénario, on y trouve en effet les racines du projet Blair Witch. Sauf que, cette fois-ci, tout est bien réel. Voici l'histoire de Moll Dyer, la véritable sorcière à l'origine du projet Blair Witch. Bienvenue dans Mysteria. Un peu avant les années 1690, une femme noble irlandaise au passé inconnu quitta son pays, le royaume d'Irlande, pour fuir un passé sombre et mystérieux. Une femme du nom de Moll Dyer débarqua dans la ville portuaire de Seymour Town, renommée d'ailleurs quelques années plus tard Leonard Town, toujours dans le Maryland aux États-Unis. Elle habitait une petite cabane isolée, située entre la ville et la forêt, un peu plus au nord. Les gens du coin parlaient un dialecte bien différent du sien, et Moll avait cette désagréable impression de ne pas être la bienvenue ici. Et d'ailleurs, plus qu'une impression, elle n'était pas la bienvenue ici. Elle évitait donc, par conséquent, de se mêler aux autres personnes, et n'interagissait qu'avec très peu de locaux. Moll était très douée avec les plantes, les fleurs et les arbres, et s'est rapidement fait une réputation de soigneuse aux herbes et autres remèdes naturels. Là, je vais vous donner un peu de contexte concernant les années 1690 aux États-Unis. Et vous allez vite comprendre pourquoi Moll Dyer, femme de la nature vivant presque en bordure de forêt, était de plus en plus crainte des habitants de Seymour Town. Entre février 1692 et mai 1693, il s'est passé quelque chose de terrible. Dans l'état du Massachusetts, précisément dans la ville de Salem, sont en train de se dérouler une série de procès, portant le nom de procès des sorcières de Salem. À cette époque, les villes et villages du Massachusetts étaient principalement des sociétés coloniales basées sur des traditions chrétiennes très puristes. Les villages se disputaient entre eux, s'accusant d'avoir plus de privilèges les uns que les autres. Et en plus, de nombreuses disputes internes explosaient entre les villageois de même village. À cette époque, la ville de Salem était scindée en 2 villages. Salem Town, plus riche, plus grande et plus stable, et de l'autre côté, Salem Village, bien plus bancal. Salem Village d'ailleurs n'avait pas de pasteur local et ils ont fait la demande pour en avoir un. Et c'est comme ça que Samuel Parris devint le nouveau pasteur de Salem Village. Il se mit à la recherche d'une raison au malheur des habitants de Salem et motiva malheureusement tous les villageois de Salem Village, notamment en leur martelant le crâne avec l'Exode 22:18 de la Bible qui dit « Tu ne laisseras point vivre la sorcière ». C'est un pasteur pitoyable, qui était d'ailleurs décrit comme un marchand raté, amer, envieux des autres et animé par une puissante haine personnelle. Et vous allez vite voir à quel point cet affreux personnage, sa haine envers les femmes et sa soi-disant foi en Dieu allait créer le mouvement le plus destructeur de ces années. Samuel Parris, le nouveau pasteur local, habitait avec sa fille et sa nièce, respectivement 9 et 11 ans. Un soir d'hiver 1691, les 2 jeunes filles jouaient à faire de la divination, jouant par exemple à essayer de lire leur avenir. Et lors d'une séance de divination, une des fillettes fit une sorte de crise. Elle se paralyse complètement et est prise d'une très forte angoisse, ainsi que d'une paralysie respiratoire. Après ces événements, les 2 fillettes n'ont plus jamais été les mêmes. Elles disaient voir des spectres ou des fantômes, se mirent à parler une langue inconnue, se cachaient et étaient sujettes à d'autres hallucinations. Le pasteur, chrétien puriste, pointe immédiatement du doigt le diable, Satan en personne, et se met à accuser quelqu'un d'avoir ensorcelé ou jeté une malédiction sur ces 2 petites filles. Samuel Parris insiste pour que les 2 jeunes filles lui donnent les noms des personnes qui les auraient ensorcelées. Mais le problème, c'est que ce sont les petites elles-mêmes qui ont fait ça, et elles le savent très bien. Elles se sont mises elles-mêmes dans ces états-là en pratiquant des arts divinatoires quelques semaines plus tôt. De peur de se faire disputer et corriger par Samuel, les 2 petites filles se mirent alors à donner des noms un peu au hasard de femmes habitant à Salem Village. Et ce furent 3 premières femmes accusées, Sarah Goodman, Sarah Osborne et Tituba.
Les 3 femmes ont été traînées de force dans un tribunal et au cours d'un jugement complètement truqué, complètement faux, ont été accusées de sorcellerie le 1er mars 1692 et jetées immédiatement en prison. Évidemment, Betty et Abigail, les 2 petites filles, subissent toujours le même genre de crise et, voyant que ça ne passait pas, ont donné encore plus de noms sous la requête du pasteur local. Les accusations tournèrent presque en règlement de compte et le village, qui était déjà presque dans une guerre froide, prit un tournant encore pire et bien plus sombre. En l'espace d'une année, c'est un total de plus de 100 personnes arrêtées, dont 14 femmes et 6 hommes sauvagement exécutés, créant ainsi la chasse aux sorcières la plus violente des États-Unis. Petite intermission, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter et dites-moi sous la vidéo ce que vous en pensez, ça m'aide énormément. Merci. De retour dans la vie de Moldayer, Maryland, 1697, soit 5 ans après ces tensions, mais toujours dans un États-Unis très religieux et toujours à vif concernant les histoires de sorcières et de malédictions. Des récoltes qui tournent mal, sorcières. Des villageois qui meurent d'un rhume, sorcières. Des animaux qui attrapent une maladie mortelle, sorcières. Et forcément, ça rassure les gens de pouvoir mettre leurs mots sur le dos de quelqu'un. Et pour peu que vous soyez une femme âgée, étrangère, isolée en bordure de forêt et qu'en plus vous utilisez des plantes pour soigner les gens, alors vous êtes malheureusement la cible idéale. Il est dit que l'hiver 1697 était particulièrement froid dans le comté où Moll s'était installé. En fait, non, je pense que particulièrement froid est un euphémisme. L'hiver 1697 battait des records de température négative, allant jusqu'à -15, -20 degrés pendant les nuits les plus froides. Et forcément, la petite bourgade de Leonardtown en a payé les frais. On parle là de récoltes 10 à 20 fois moins importantes que d'habitude, d'animaux et de bétail qui succombaient chaque nuit, dû au manque d'eau, dû à des pluies glacées, ce qui amena par conséquent famine, décès et maladies à un village déjà pas forcément riche. On parle d'un froid si glaçant que la ville a subi une infection de vers des glaces et beaucoup d'habitants et de villageois sont tombés malades. Si, les vers de glace ça existe bien, le nom scientifique c'est Mesenchytreus et ça ressemble à quelque chose comme ça. C'est cette mignonne petite bestiole que vous voyez là, qui ne peut pas survivre aux températures positives. Et forcément, tous ces malheurs, tous ces décès et cette famine, il fallait bien y trouver un coupable pour au moins essayer d'y donner une raison et une explication. Le contexte était aussi très religieux et beaucoup y voyaient là une punition du diable, de Satan en personne. Et c'est assez naturellement que le pasteur local, ainsi qu'un petit groupe d'hommes et de femmes, ont désigné Moldayer, la femme un peu âgée, vivant en lisière de bois, reclus comme seul et unique responsable des malheurs s'abattant sur Leonardtown, l'accusant au passage d'être une sorcière, une ville envoyée de Satan, et ils ont pris la décision de se débarrasser d'elle. Au beau milieu d'une nuit d'hiver, sans prévenir, ils se sont donc rendus à son petit cottage et y ont mis le feu. Un feu énorme, des flammes s'élevant à plusieurs mètres de haut, et rapidement la paille et le bois devinrent une cage mortelle pour la vieille femme. Prise par surprise, elle sauta par la fenêtre et s'enfuit rapidement dans la forêt, pourchassée par la populace qui, clairement, voulait attenter à sa vie. Le petit groupe pourchassa Moldayer de longues minutes, mais elle connaissait les bois comme sa poche et elle les distança et finit par les semer. Ceci dit, un danger éloigné et un autre approchait. La femme âgée était dehors, au beau milieu de la nuit, au beau milieu de la forêt, sans toit au-dessus d'elle et à peine vêtue, dans une nuit à -20 degrés. Et c'est là que légende et réalité s'entremêlent très fortement. Il est dit que Moldayer a trouvé refuge près d'une grosse pierre, qu'elle s'est mise au plus proche de la pierre, y collant son corps pour essayer d'avoir un tant soit peu de chaleur. Avec une main, elle serrait la grosse pierre contre elle, et avec l'autre main, elle maudit le village et tous ses habitants. Moldayer aurait été retrouvé quelques jours plus tard, son corps partiellement congelé et collé à la pierre en question, avec sa deuxième main toujours levée vers le ciel, présentant le même signe qu'elle avait fait pour maudire tous les villageois de Leonardtown. Et il est dit qu'après ça, le petit village de Leonardtown a connu sa plus sombre époque. Manque de fertilité totale, des enfants qui se mettaient à perdre la vie soudainement sans aucune raison, et des familles qui devenaient brisées de plus en plus. La pierre en question a été amenée devant l'équivalent de la mairie à Leonardtown en tant que trophée et symbole de victoire du peuple. Victoire ou malédiction au choix. Et il est dit que, durant les nuits les plus froides de l'hiver, il est encore possible de voir la trace de sa main apparaître sur le rocher et que l'esprit de Moldayer hante les environs lors des nuits les plus glaciales d'hiver.
En 2021, maire de Leonardtown a déclaré le 26 février devenir le jour officiel de Moldayer, le Moldayer Day, en hommage à sa légende passée et à l'impact qu'elle aura eu sur la ville et ses environs. Comme d'habitude, je vous remercie énormément d'avoir suivi l'histoire jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Elle était certes un peu plus légère que les précédentes vidéos, mais étant donné que j'ai traité des sujets assez conséquents fin décembre, j'avais envie début janvier de calmer un petit peu le jeu. Si ça vous a plu, je vous invite à cliquer juste ici, je vous mets ma dernière vidéo sur le livre Sojoana. C'est super passionnant, c'est flippant, intéressant et foncez la voir. N'oubliez pas de vous abonner comme d'habitude, de liker, de partager, ça aide au référencement. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.